Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à intervenir pendant la présentation si vous avez des questions. Et donc, je pense que la majorité de vous sont déjà arrivés à la leçon, mais si vous avez des mal à comprendre, donc je peux faire un effort pour m'exprimer. Et basiquement, ce que je vais vous montrer, c'est un résumé des activités. Donc, je vais vous montrer un résumé des activités qu'on a fait dans ce projet. Basiquement, généralement, ce qu'on fait, c'est la simulation numérique sur des thématiques. Et donc, dans ce cas-là, on se concentre dans la simulation des processus de fruitage. Donc, c'est ici dans cette étape qu'on se concentre. Et donc, on prend la pièce marron et on fait le fruitage. Et pour obtenir la pièce finale. Et basiquement, ce processus, c'est ce qui se passe. Oui. Donc, il y a des difficultés numériques pour décrire la physique du fruitage. Et la principale, c'est qu'il y a des grandes déformations. On a une retraite jusqu'à 10%, il y a des cas un peu plus. Et donc, basiquement, qu'est-ce qu'on utilise à Cénéron? L'expertise chez nous, c'est principalement avec les méthodes d'éléments finis, mais il faut utiliser une formulation spéciale pour être capable de capturer cette grande déformation. Et basiquement, qu'est-ce qu'on utilise en formulation pression-vitesse? Donc, un livre, je considère que c'est un solide. On considère que la pièce, c'est un fluide avec une très très haute viscosité. Oui. Et donc, il y a 10 caractéristiques dans le modèle. Et dans le modèle, vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Il relie la partie micro, que c'est basiquement la taille des grains et la densité, avec les macros, que c'est la déformation. Oui. Et donc, basiquement, on prend cette relation, on capture cette relation avec cette équation. Et donc, ici, c'est epsilon, c'est la déformation de la pièce en macro, et rho, c'est la densité, oui, mais la densité, c'est relié avec la porosité et même avec la taille de temps. Et donc, il faut tenir compte cette équation. Et donc, basiquement, la première chose qu'on a fait, on a pris un modèle testé par un doctorant, Sang, il s'appelle, et basiquement, il présente le résultat ici en rouge. C'est le résultat de Sang. En plus, c'est le résultat qu'on avait. La première approximation qu'on avait fait, c'était pas si évident qu'on avait la bonne réponse. Et donc, pour essayer d'améliorer l'implémentation numérique qu'on avait, mais aussi pour l'influence de chaque paramètre dans les modèles, on a fait une étude paramétrique, et basiquement, ici, c'est un liste de tous les paramètres numériques, de tous les paramètres physiques avec lesquels on doit nourrir les modèles numériques. Oui. Et donc, on a fait cette étude. Et basiquement, qu'est-ce qu'on obtient? C'est ça, c'est toutes les données de trait. Et ici, on a une variable de sortie. Basiquement, on a ici la densité dans cette colonne. Ici, on a la retraite. Et on voit que, par exemple, quand on fait la variation de la température de transition, la température de transition, c'est basiquement la température dans laquelle on commence à friter, que le matériau, que la taille des rangs commence à grandir. Oui. Et donc, si on fait l'évaluation de 7 paramètres, qu'est-ce qu'on obtient comme réponse? Et donc, ces études paramétriques, on s'est permis d'identifier c'est quoi les paramètres physiques qui a la plus grande importance dans l'implémentation numérique, dans les modèles mathématiques, mais comme vous pouvez voir, ça c'est une problématique et on a toujours que les données de traits ont une influence différente
par rapport aux variables de sortie. Et par exemple, ici, on voit que pour la densité, c'est la densité initiale. Donc, comme est-ce qu'on commence à peu près, il y a la leçon d'apparence, mais sur la retraite, c'est la température de transition, par exemple. Mais une fois qu'on a identifié cette influence relative de chaque paramètre, donc on voilà. Donc, une fois qu'on avait déjà fait, qu'on avait déjà compris, qu'on commençait à comprendre ce qui se passe avec chaque paramètre de trait, on a passé à l'implémentation anisotrope. Parce que dans tout ce qu'on avait fait avant, ça a été dans une implémentation isotrope. Et basiquement, l'anisotropie, qu'est-ce qu'il dit, c'est voilà, on a un matériel isotrope, peu importe la direction, par exemple, la direction dans laquelle on applique une force, la réponse va être la même si j'applique la force dans une direction que dans une autre direction. Mais ici, parce que les processus de fabrication à une direction préférentielle, il y a une direction de déposition. Et donc, à la fois, la pièce a des propriétés anisotropes. C'est basiquement, on a des directions différentes dans les plans et on vertical. Et ça, c'est bon. Il faut venir de plusieurs causes, mais principalement, ça peut venir aussi de l'effet que les particules avec lesquelles on fabrique la pièce, ils sont éloignés, ils ne sont pas des sphères, ils sont des ellipsoïdes. Et dans toute cette particule à la tendance de s'aligner, s'il vient des processus de fabrication. Et donc basiquement, ce qu'on a fait ici, c'est l'extension des modèles qui j'avais montré avant que ça ait été isotrope à les cas anisotropes et on a trouvé que c'est simplement, on doit modifier, ici on appelle ça les tenseurs de formation, et donc à l'avance, ces trois quantités ça a été les mêmes, et ça reflète l'isotropie, mais maintenant il faut les modifier pour capturer la différence dans chaque direction. Et basiquement, ici, ce qu'on a fait, c'est déterminer les facteurs qui multiplient cette quantité. Et pour cette tâche, pour faire cette calculation, j'ai utilisé les données que l'écrit m'avait fournies. Et donc, basiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, je vais vous expliquer. Et donc, ils ont pris un cours et ils ont pris tel circuit. Et ils ont mesuré la dimension d'exécute avant et après le foutage. Et comme ça, on voit c'est combien la retraite relative dans cette truc-là. Et ici, je montre rapidement, une bonne chose, c'est que cette type de cycle thermique a été déjà bien expliqué. Pratiquement, c'est le cycle thermique qui est recommandé par un des fournisseurs, mais aussi le cycle thermique que vous utilisez. Et basiquement, il faut chauffer la pièce. Et ici, c'est important de voir qu'on chauffe, et c'est ici à 1000 degrés qu'on commence à fouetter. Oui, avant, oui, la pièce chauffe. On va voir qu'on a uniquement d'expansion thermique, mais c'est à partir de ce moment-là que la pièce commence à rétrécir parce que la taille de rang commence à grandir et donc on a cet effet de la tête. Et ici, on maintient la température et à partir d'ici, oui, on est bien déjà dépassé la température de transition, mais le feuilletage travaille uniquement quand la température monte. Si on commence à faire la température descendre, dans le feuilletage, on commence à avoir un retrait, mais cette retrait, c'est thermique.
Oui, donc, il y a plusieurs des phénomènes qui sont qui jouent ensemble. Et donc, peut-être vous connaissez cette problématique et les paramètres physiques du matériel sont pas clairs. Les fournisseurs donnent quelques paramètres. Par exemple, ici, on est plus ou moins, on a une certitude sur la densité, le modèle Young et la densité initiale, la taille des rangs. Mais par exemple, 7 et 1. 7 en orange, on a pris des 1 fournisseurs, mais par exemple, autres paramètres sont été pris qui viennent de la base de données de notre fournisseur, parce que bon, il n'y a pas de fournisseur qui nous donne toute l'information, et c'est quoi que c'est encore plus difficile, c'est que par exemple, tous ces paramètres, ils ne sont pas donnés par le fournisseur. Il y a des paramètres qui sont un petit peu plus difficiles à obtenir. Et donc, ce qu'on a fait dans cette étude, dans les simulations qu'on fait maintenant, c'est qu'on a pris les valeurs numériques qui sont reportées dans les papiers ou les tests. Et ici, il y a une vidéo. Et donc, ça, c'est très récent. Ici, on montre uniquement un cas des cours qu'ils ont fait, ils ont traité à l'étude. Et basiquement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une étude paramétrique pour déterminer les facteurs de la misotropie. Oui, et donc, ça, c'est les données qui viennent des expériences qui sont faites par l'étude. Et une fois qu'on est capable de reproduire les données, les résultats des expériences, on utilise ces facteurs d'anisotropie dans les simulations avec les géométries plus complexes. Ça, c'est un pièce qui a été fait par l'étude. Et si je me rappelle bien, cette photo, c'est après le fruitage. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est donc, on a plus ou moins fait la reproduction de ces paramètres ici dans un modèle numérique. Donc, pour le moment, on a utilisé un maillage assez simple, avec des voxels, mais on peut aussi faire des simulations avec des maillages confort. Par confort, je veux dire qu'il faut reproduire la géométrie plus d'une façon plus fidèle, plus, plus descriptive. Maintenant, il commence à chauffer et donc, est-ce que vous voyez qu'il commence à remplir la pièce et quand il commence à retraiter, c'est parce que non, le flicage a commencé. Ici, bien sûr, la déformation s'est augmentée. Hein, une fois, il y a cet effet que c'est super grand la déformation, mais c'est pas assez grand. Et donc, la pièce là, elle commence à remplir, ça c'est la déformation, l'expansion thermique. Et voilà, la taille des dents commence à grandir et la pièce commence à se retraiter. Et pareil commence de nouveau à faire une expansion thermique. Et donc, c'est un processus qui, donc, c'est pas linéaire, en fait. Mais donc, avec l'outil qu'on a implémenté, on a sur la main un fil qui nous permet d'analyser la déformation finale d'une pièce sans vraiment la construire. Il faut, à l'avance, avant d'aller à l'impression, à l'emboutage, de faire de bonnes prédictions pour savoir si la pièce, si ça sera utile, par exemple. Avec cette pièce-là, il y a des problèmes qui, dans cette pièce, il faut la construire une fois, et après, il faut l'assembler. Et on peut voir si la déformation c'est assez grande, la pièce n'arrive pas à s'assembler bien. Et on peut faire, on peut avoir une très très bonne prédiction de ce sujet. Et en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est on essaye de faire la simulation de feuilletage avec toute pièce qui est bien assemblée et tenir compte des contacts entre les deux pièces.
Ça, c'est une chose que les clips et en phénol sont intéressés à voir. Et on travaille sur ce sujet-là. Et aussi, une chose que vous avez demandé, c'est si il peut être utile de friter avec les supports d'impression. Oui, parce que maintenant, les pièces qu'on a, c'est peut-être, vous pouvez me corriger, mais on fait l'impression 3D, on fait l'usinage et on frite. Et l'idée, c'est faire l'usinage à la fin. Parce que, donc, par exemple, dans les pièces que j'ai déjà montrées, il y a 12 cylindres, il y a les extrêmes, mais ces 12 cylindres, pour les imprimer, il y a un support. Et le problème qu'on a, c'est que les cylindres, et la déformation dans l'extrême, c'est beaucoup plus grand que l'intérieur de la pièce. Oui? Et donc, si on fait le flutage avec le support, ce support peut ajouter la rigidité et empêcher d'avoir cette déformation assez grande. Et bon, avec cette diapositive, je termine. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Déjà, vous avez utilisé thermique, c'était. Non, ça c'est des zircons. Des zircons, d'accord. Oui. Et vous avez dit, bon, ça ne change pas la question, mais vous avez dit le fritage commence seulement à 1000 degrés. Oui. Et qu'avant, en fait, ce qui tenait la pièce, c'est l'expansion thermique, c'est ça? Oui. Parce que, enfin, ce que je connaissais, c'est quoi? Il me semblait que moi, les pièces, les grains, en fait, il y avait un making qui se passait, qu'il y avait un début de fritage. Et ça, c'est avant ou après les 1000 degrés? Vous parlez que quand les grains commencent à se. Ça veut dire que c'est une fois qu'on dépasse les 1000 degrés. C'est uniquement l'expansion thermique. Oui. C'est uniquement l'expansion thermique. Une fois que vous arrivez à 1000 degrés, donc l'expansion thermique continue, mais dans ce cas-là, comment la taille des rangs commence à grandir, commence à retraiter. Donc, le processus de retraite est plus grand que l'expansion thermique. C'est pour ça qu'à la fin, vous voyez cette diminution de la taille, de la pièce complète. Merci. Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui n'ont pas encore discuté. Donc, je suis Alain Marion de la société Post-Process. Je vais vous parler, dans les 15 minutes qui viennent, un petit peu de finition de surface. Le titre de la pièce imprimée à la pièce finie, c'est un peu réducteur, évidemment, il peut y avoir beaucoup de types de post-traitement. Aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à l'aspect rugosité. Avant ça, donc quelques mots rapidement sur Post-Process. Post-Process, société américaine en phase d'expansion rapide, créée à peu près en 2016. Une base installée qui commence à être assez conséquente, avec des distributeurs, etc. Une société très orientée innovation, on est à 74 brevets déposés. En fait, on est une course, au fur et à mesure qu'on recrute des gens, on veut toujours avoir plus de brevets déposés que d'employés dans la société, donc il y a un peu une course entre les deux. Mais donc, on essaie d'avoir beaucoup d'innovation et d'amener l'innovation dans un domaine, le post-traitement, qui en général est un peu à la traîne dans ce domaine. Bon, j'ai une présence assez importante. Évidemment, dans ce genre de présentation, on met toujours les noms ronflants, mais dans nos clients, on a aussi des services bureaux de 2 personnes. Cette problématique, en fait, elle touche tous les secteurs industriels. Voilà, par segment. Ça touche toute taille de société et ça touche tous les types de fabrication additive, tous les types d'impression, toutes les technologies. Le post-traitement reste entre guillemets, un problème, un challenge ou une opportunité, suivant le sens dans lequel on le prend. Le principal problème, c'est ça, en fait. C'est que dès qu'on parle post-traitement, finalement, on se retrouve parfois au milieu du XXe siècle, au niveau des technologies utilisées. Donc c'est un petit peu dommage, on est quand même dans la fabrication additive, dans un domaine qu'on considère être l'industrie 4.0, tout est numérisé, tout est beau, on appuie sur un bouton, c'est magique, on a une pièce qui se matérialise comme dans Star Trek. Dans la pratique, non seulement pour fabriquer la pièce, c'est un peu plus compliqué que ça, mais surtout le problème, c'est que cette pièce, souvent, elle n'est pas prête à l'emploi. Derrière, il y a encore des actions, et ces actions, dans beaucoup de cas, elles sont extrêmement manuelles, basées sur des techniques très conventionnelles, très datées. Donc là, on a un souci, c'est que la notion de progrès, elle n'est pas si évidente que ça,
Et on le voit, hein, quand on a par exemple des clients dans le monde de l'industrie de la plasturgie qui ont des dizaines ou des centaines de lignes d'injection où tout est calé au millimètre, et on arrive avec la fabrication additive, on voit que le niveau de maturité et le niveau de technologie, finalement, ne penche pas du tout en faveur de la belle technologie émergente de la fabrication additive. Donc, on a des progrès à faire dans ce domaine. Et c'est encore plus frappant quand on raisonne en termes de flux et de flux numériques. Alors là, c'est une catastrophe. On a un côté numérique très avancé sur la partie évidemment design, sur la partie impression. Et puisqu'ils ont sorti d'imprimante, alors là, le flux numérique, il est plus que cassé. C'est un trou noir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec une pièce une fois sortie d'impression, que ce soit en métal ou en polymère, hein, c'est valable pour toutes les technologies d'impression. Si on parle par exemple de photopolymérisation, comment s'est passé le retrait de résine, comment s'est passé le retrait de support, s'il y a eu de la finition de surface, comment s'est passé, personne n'en a la moindre idée. Donc évidemment, là encore, si on veut convaincre des industriels, il va falloir qu'on soit un peu meilleur que ça. Donc en fait, on est né un peu de tous ces constats-là, d'essayer d'amener de la maturité sur cette étape du post-traitement. Donc post-process, on a une approche où on va amener des machines avec du soft embarqué et un aspect chimie ou un aspect média associé pour fournir en fait une solution. C'est de cette manière-là dont on a pris le problème. Et voilà, on a toute une gamme de solutions. Donc je vais m'arrêter là sur la partie vraiment purement post-process. On va parler de sujets qui nous intéressent et qui, chez post-process, concernent en fait les machines que vous voyez en bas à droite, qui sont vraiment dédiées finition de surface. Les autres solutions sont plutôt des machines pour l'enlèvement de support polyjet, l'enlèvement de support FDM, de l'enlèvement de résine, du déballage de pièces de cake de poudre, d'autres aspects de la post-impression que l'on essaie d'automatiser avec nos solutions. Alors, la finition de surface pour les pièces métalliques. D'abord, première chose, pourquoi on en a besoin? C'est l'un des problèmes qu'on va avoir en fabrication additive métallique, c'est que l'état de surface que l'on obtient, quelle que soit la technologie d'impression utilisée, n'est pas celle à laquelle les clients sont en général habitués. Donc, on a deux types de problèmes. On a parfois un problème de qualité perçue ou de résultats qui heurtent ce à quoi les gens sont habitués. C'est vrai qu'un client lambda, il voit arriver une pièce en fabrication additive, déjà elle lui coûte 10 fois plus cher qu'en conventionnel, et en plus elle est moche. Ça le heurte. Ça fait, même si c'est 100% fonctionnel et que ça crée c'est un premier problème. Donc on est obligé quand même de tenir compte des clients, même quand c'est pas obligatoirement logique en termes de comportement. Plus grave, dans pas mal de cas, la pièce n'est pas fonctionnelle. Elle n'est pas fonctionnelle parce que derrière, elle doit par exemple recevoir un autre type de traitement qui nécessite d'avoir une rugosité plus basse, ou bien il y a des questions de friction, ou bien il peut y avoir des tas et des tas de raisons pour lesquelles on ne peut pas accepter une pièce qui a une rugosité de 6 microns et il nous faut une rugosité de 2 microns. Non pas pour faire juste pour faire plaisir à l'utilisateur, mais pour des raisons concrètes industrielles. Donc pour ces deux types de raisons, on se doit d'avoir des pièces qui souvent ne sont pas telles que sorties d'impression. Et sorties d'impression, on a cette rugosité. Le problème, c'est que elle dépend de beaucoup de choses. On a parlé aujourd'hui de beaucoup de technologies d'impression. Donc évidemment, la technologie d'impression joue beaucoup. La matière joue aussi. On va avoir aussi les paramètres de la machine qui vont jouer. On en parlait tout à l'heure pendant la pause avec certains d'entre vous. Une machine imprimée sur une EOS M500, avec une pièce imprimée, selon deux fournisseurs, enfin deux sous-traitants, deux services bureaux, nous, quand on voit arriver les pièces, on n'a pas la même qualité de pièce. Pourtant, c'est la même matière, c'est la même machine. Donc, on n'est pas sur quelque chose où on presse un bouton, on a toujours le même résultat. On a aussi les compétences sur site, on a les réglages de la machine, on a comme ça beaucoup de paramètres qui viennent agir. Donc tout ça fait qu'on a des qualités de surface qui ne sont pas toujours les mêmes. Et le dernier point, c'est qu'en plus, la rugosité, elle n'est pas homogène au niveau de la pièce. Upskin, downskin, les angles, etc. On n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc, pour toutes ces raisons, il y a une recherche de la part des clients de baisser la rugosité. Quand on parle de rugosité, souvent on parle du RA. Plusieurs manières de parler, il y a le RA, le RZ, il y a plein de choses. Souvent on parle du RA parce que c'est ce qui est communément le plus utilisé, parce que c'est ce qui correspond le mieux en fait à la qualité perçue au toucher de la pièce. En général, on va parler de ça, on va parler de RA
Pour baisser cette rugosité, on a à notre disposition de nombreuses technologies qui ne sont pas nées avec la fabrication additive. En général, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Il y a assez peu de solutions dédiées à la fabrication additive. On fait partie des rares à s'être consacrés à ça. Il y a beaucoup de solutions qui sont utilisées tous les jours dans le monde de la fabrication additive, qui sont des solutions venues du monde conventionnel, avec du coup en général une faible automatisation et pas obligatoirement toujours adaptée, mais en tout cas, c'est la réalité du terrain aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé. Et là-dedans, on va trouver différentes familles de technologies, avec pour chaque famille de technologies un certain nombre de paramètres correspondants, de contraintes, qui vont être la plage d'efficacité. Si on parle par exemple d'un sablage, le sablage ça marche très bien, c'est pas cher, ça permet d'aller dans des endroits un peu compliqués, mais ça permet pas de baisser beaucoup la rugosité. La plage d'efficacité est faible. À l'inverse, si on prend de l'électro-polishing de chez Delight, qui a été cité tout à l'heure, ça va vous faire un brillant fabuleux, mais pour le mettre dans la machine, il faut déjà que vous ayez une rugosité qui soit basse. Donc c'est finalement utilisé en deuxième étape, jamais en première étape sur cette impression, parce qu'on n'a pas une assez bonne rugosité. Donc comme ça, chaque technologie va avoir sa plage de fonctionnement, va avoir aussi, surtout, c'est un paramètre qui est super important, aujourd'hui on parle, l'aspect coût aujourd'hui est un point clé. On va avoir des durées qui vont être aussi très variées. Enfin, un sablage humide qui se fait en 30 minutes et une tribofinition en 6 heures, évidemment, ça a des impacts concrets derrière en termes de fonctionnement. L'impact sur les pièces, les technologies vont avoir toutes. À partir du moment où on veut baisser la rugosité, de toute manière, il va falloir d'une manière ou d'une autre gratter un petit peu, en général. Donc souvent, on va avoir quand même un impact sur la géométrie. Si on prend de la tribofinition, on va avoir en fait un arrondissement des arêtes qui va être bien plus important que si on fait par exemple du sablage humide. Chaque technologie a aussi son impact là-dessus. Sa capacité à traiter aussi des zones complexes, des canaux, des zones lattices, des choses comme ça. Donc en fait, finalement, et dernier point, la fixation. Est-ce que j'ai besoin de créer une fixation sur mesure pour chacune de mes pièces, ou est-ce que je peux toutes les jeter en vrac dans une machine facilement? Donc tous il y a quand même beaucoup de points à prendre en compte pour définir quel va être le bon, la bonne technologie de finition de surface. Mais surtout, avant ça, il y a aussi une réflexion à avoir au niveau de ce dont on a besoin aussi, et ce dont on a besoin par rapport à son coût. La fabrication additive, c'est fabuleux. On peut avoir comme ça une pièce fabriquée par l'assemblage de plusieurs pièces, on va transformer ça en une seule pièce en fabrication additive, avec des brins qui s'entrecroisent, avec des structures lattices, quelque chose de magnifique sorti d'un épisode de Star Trek. Ok, c'est super. Maintenant, comment je le finis? Est-ce que mon design m'oblige à acheter une machine à 250 000 euros, ou est-ce que mon design me permet de faire ma finition avec une machine à 15 000 euros, ou à 20 000 euros, ou à 30 000 euros? Est-ce que pour gagner 5% de matière, je me tire une balle dans le pied au niveau de ma finition de surface? Vous ici sur le familier de la fabrication additive, vous savez à quel point c'est compliqué d'amener les gens du design à prendre en compte la fabrication additive. Maintenant, on va leur demander d'aller plus loin, on va leur demander de regarder aussi en prenant en compte la finition de surface. Parce que typiquement, des pièces comme ça, par exemple, suivant si c'est une pièce d'aspect ou pas, on va avoir un problème, on va pas avoir un problème. Suivant quel est l'objectif de rugosité, on va mettre en place des moyens plus ou moins importants. Si on a par exemple des canaux internes ou des angles bouchés, et ben, comment on va faire pour et qu'on doit avoir un bon résultat à l'intérieur, comment on va faire pour les traiter? Est-ce qu'il va peut-être falloir les ouvrir, mettre des bouchons? Enfin, on peut rentrer du coup dans des choses très complexes si c'est pas pris en compte en amont. Et aujourd'hui, il y a peu d'outils de simulation. Je fais vraiment par rapport à la présentation d'avant. Aujourd'hui, la simulation sur le post-traitement n'est pas encore quelque chose de réellement disponible. Même si c'est des sujets sur lesquels on réfléchit beaucoup. Aujourd'hui, il y a quand même un côté assez empirique. Et au plus on va prendre ce sujet-là en amont, et au plus ça va être facile derrière. Là, je ne vais pas parler de matière, mais c'est pareil. Si on fait par exemple du foutage sur du poudre, la taille des grains de poudre, c'est un paramètre qui influence la qualité de la pièce unique. Pour prendre un exemple concret, vous devez passer d'un RA de 8 sortie d'impression à un RA de 1. Nous, chez Post-Process, vous avez deux machines qui peuvent faire ce travail-là. Mais il y a un rapport 10 en prix entre les deux machines.
Et ce rapport 10, en fait, il est très dépendant de la géométrie de la pièce. C'est pour ça que j'insistais sur le design. C'est peut-être un peu curieux pour quelqu'un qui vend des machines, mais vraiment, tout commence déjà par le besoin. Si vous designez une pièce pour un monde industriel, je prends l'exemple après, je sais que ça s'appelle Invaga, qui a un client en Suède, au Danemark, dans les pays nordiques, ils ont une contrainte, ils sont dans un monde industriel, ils font des pièces en acier fragile. Les pièces n'ont pas des structures très complexes, par contre elles sont ultra personnalisées, parce que ce sont des pièces qui servent en fait à mettre en forme des outils, etc. Donc il y a disons c'est ultra personnalisé, donc la fabrication additive a beaucoup de sens. Le fait d'utiliser la fabrication additive pour avoir des pièces qui soient partiellement creuses, enfin, fonctionnellement il y a beaucoup de choses à amener. Par contre, extérieurement, on est sur une pièce qui est relativement simple. On peut la traiter avec une solution simple, entre des gros guillemets de tribofinition, c'est une solution un petit peu mieux que la tribofinition classique, ça reste dans cette grande famille-là, avec des coûts qui sont contenus. On va jeter les pièces directement dedans, il n'y a pas de conception du support à faire, voilà. On est sur quelque chose qui est facilement industrialisable et dont le coût va être très maîtrisé. Pour un marché, aussi l'aspect coût va être important. Si on prend un exemple inverse, si on prend à l'inverse des exemples ici, comme si on regarde les 3 pièces de gauche à droite, on va avoir un complément système de la NASA, donc une pièce en titane avec des angles fermés dont la finition va être très compliquée à faire, par exemple avec de la tribofinition, parce qu'on va pouvoir aller dans les angles comme ça fermés. Au milieu, on a un propeller en alu. Là, c'est pareil, si vous regardez des arrêts de pive, une pièce de bonne intégrité, on va avoir de bons résultats dans les zones difficiles d'accès. On va utiliser des solutions basiques. Et la pièce de droite, pour le monde du luxe, c'est un bracelet articulé en 316 L qui derrière va devoir être galvanisé or, etc. pour en faire une superbe pièce. Là, on est sur des applications, on va être sur des applications plus haut de gamme, on peut se permettre d'avoir des coûts de finition qui vont être plus importants. Donc il y a toujours un peu ce raccord à avoir entre il y a la viabilité technique, c'est une chose, il y a aussi la viabilité économique. Et il faut toujours être bien raccord sur tous les aspects. Sinon, surtout avec une pièce qui, lorsqu'elle arrive, par exemple chez Post Process en disant Monsieur Post Process, trouvez-nous une solution pour faire cette pièce, et voilà notre cahier des charges, manque de chance, faire le post-traitement de la pièce, ça va coûter 3 fois le prix de la pièce. C'est embêtant. Parce que techniquement, on trouve toujours une solution. C'est rarement, le problème est rarement un problème purement technique. C'est souvent un problème technico-économique. C'est trouver la solution qui correspond au marché. Donc là, par exemple, quand on va être sur des pièces plutôt haut de gamme, on peut se permettre des designs très complexes. On va parler avec notre solution Decidio, qui est une forme de sablage humide, on est capable d'aller dans des zones complexes, de baisser la rugosité sur du titane, sur de la bonnelle, sur des choses comme ça, très facile. Donc, il y a toujours un peu ces deux aspects à avoir. Qu'est-ce que je veux obtenir et quels sont les moyens que je suis prêt à mettre en place économiquement aussi pour les obtenir par rapport au marché et au type de pièces que je produis. C'est vrai qu'il y a avec plusieurs entrées à résoudre à chaque fois. Parfois, on peut être aussi amené à empiler les process. Le cas typique, par exemple, dans le cas de droite, le cas du luxe. Quand on va être sur du luxe et qu'on veut faire de la galvanisation or, quand on va être dans le cas du médical et qu'on doit être là encore sur un polymiroir, il n'y a pas de solution magique aujourd'hui sur le marché qui permette de passer d'un RA de 8, 6, 5, 4 à 0,1 micron en une seule étape. Ça n'existe pas. Dans ce cas-là, en fait, on va passer par 2 étapes. Une étape, par exemple, avec Post Process, par exemple avec le Deciduo, et derrière, une deuxième étape avec une technologie type plasma polishing ou electropolishing, qui, elle, va être très efficace entre 1 micron et 0,1 micron. Et qui serait pas efficace si on la faisait démarrer à 2 ou 3 microns. Et après, suivant l'objectif, parfois, c'est pas une technologie ou c'est pas une solution, c'est un process complet avec plusieurs étapes. Évidemment, chaque fois qu'on rajoute une étape, on rajoute du coup de la complexité, etc. Donc, encore faut-il, évidemment, encore que le jeu envahit la chandelle et que le type de produit le justifie. Si on devait faire un peu une synthèse de ce que j'ai dit, l'état de surface, en fait, c'est le résultat d'un process. Donc, il doit être pris en compte à chaque étape du process, depuis le début. Encore une fois, si on s'intéresse à ce qui la manière dont on va faire la finition des pièces à la fin du process, on va avoir des débouchés.
On a par exemple fréquemment le cas de gens qui choisissent une technologie d'impression et après viennent nous voir en demandant comment ils vont faire le post-traitement de leur pièce pour leur objectif. Et on se retrouve à leur dire, attends, tu as choisi la meilleure technologie d'impression pour ce que vous voulez faire. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une réflexion, prendre en compte au niveau du design, prendre en compte au niveau du projet complet, prendre en compte aussi ces équipements ou ceux qu'on est prêt à investir, prendre en compte l'application, c'est de la production ou pas. Une machine à 250 000 euros, si on produit 4 pièces par semaine, c'est délirant. Si on fait 200 pièces par jour, c'est juste une petite production comme un autre. Et dans les usines, il y a beaucoup de machines qui valent bien plus cher que ça. Donc là encore, c'est toujours pareil, ça dépend de l'adéquation et de l'équation économique par rapport aux investissements. Si je devais juste finir par quelque chose, pensez au post-traitement le plus tôt possible. Le post-traitement, c'est pas le truc qu'on regarde au dernier moment. Ça peut s'automatiser, on peut faire des belles choses, on peut tout faire, mais encore faut-il que ça corresponde aux besoins et ça doit être réfléchi en amont. N'hésitez pas non plus à consulter les gens qui sont spécialistes du sujet très tôt dans vos projets. Merci. C'est quoi les limites de cette technique par rapport à la machine par rapport à la petite machine? Alors déjà, dans le monde de la tribofinition, il y a un monde qui est très large. Il y a de la transformation linéaire. On va avoir des différences entre les capacités de la machine en termes de purement mécanique et de la manière dont on va avoir les pièces, la vitesse à laquelle les pièces vont traverser les médias, etc. Donc c'est un monde où on va dire que la valeur des machines va de quelques centaines d'euros pour la petite machine de table vibrante qu'on utilise par exemple aussi en bijouterie ou des choses comme ça, et une machine industrielle qui va permettre de passer à longueur d'année des dizaines de milliers de pièces, des grosses pièces. Après, dans la tribofinition, il y a des solutions en voie sèche, il y a des solutions en voie humide, il y a des solutions qui permettent d'accepter. Prendre l'exemple par exemple d'une machine, c'est une machine qui accepte du polymère et du métal. Sur le polymère, on va être capable aussi, par exemple, sur des pièces issues du feuilletage de poudre, des PCLS comme JF. Des technologies de poudre, polymère, d'être capable aussi d'accepter les pièces de poudre résiduelles, parce qu'on peut évacuer la poudre en même temps. Donc après, voilà, il y a aussi les plages d'utilisation de la machine, ce qu'elle est capable d'accepter comme type de matière, est-ce qu'elle est capable d'accepter comme ce qu'elle est capable de fournir comme résultat. Nous, aujourd'hui, on est sur des machines qui sont très bien pour aller. En fait, notre positionnement, c'est de combler la plage entre ce que l'on a en sortie d'impression et ce que l'on connaît dans l'industrie conventionnelle. Par exemple, en finition de surface, nos deux solutions sont vraiment focalisées sur cette plage allant pour caricaturer, allant de 10 microns à 1 micron. On n'est pas focalisé, par exemple, sur la superfinition. Il y a des gens qui font ça très bien. On est vraiment focalisé sur cette plage de ramener, en fait, de finir le job, de ramener, de faire ce que la fabrication additive n'est pas encore capable de faire directement sur la machine, c'est-à-dire faire une pièce qui a un niveau de qualité perçue qui soit équivalent à ce que l'on connaît habituellement. Enfin, c'est vraiment le positionnement de solution. Et du coup, est-ce que tu aurais des pistes pour de la finition qui pourrait aller vers le cost par rapport à ce que tu fais sur vis-à-vis de ce que vous faites, c'est de baisser le prix Alors, les deux technologies les moins chères sont le sablage sec et la tribofinition. C'est les deux si on cherche à être très contraint, clairement, et on sera sur une de ces deux technologies-là parce que ce sont les moins chères à mettre en œuvre. Après, je disais, la première économie, elle est au niveau du design. Vraiment, on n'imagine pas à quel point le design impacte le post-traitement. C'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup et j'espère que dans quelques années, une unité d'années, on aura des solutions logicielles qui permettront de simuler et d'anticiper le post-traitement dès l'étape du design, parce que c'est vrai que c'est un point qui plaît. L'inconvénient, par contre, de ces deux technologies que je citais, la première d'entre elles, le sablage, elle
aller limiter dans la baisse de rugosité qu'on peut avoir. Ça va limiter l'application à des pièces qui n'ont pas de problématiques d'aspect ou fonctionnel, qui peuvent se comporter par exemple de rugosité de 3 ou 4 microns, un truc comme ça. Si vous devez descendre à 1,5, en sablage, vous n'irez pas. Et le problème de la triple finition, c'est que la triple finition, vous ne pouvez pas aller dans des zones, dans des creuses, dans des cavités, dans des canaux. Et ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que si vous voulez vraiment baisser la rugosité, au bout d'un moment, vous commencez à impacter les arêtes. Pour nous, c'est un peu, on va limiter notre machine. La raison pour laquelle on avait été choisi par le groupe BACA, qui avait fait un benchmark complet, parce que derrière, ils ont acheté une flotte entière de machines. Donc, ils ont fait des mesures d'arrondissement dans les arêtes, et c'était leur critère principal de choix. Mais même si on limite ce phénomène, il est quand même présent. Après, suivant les contraintes, si vous partez sur une de ces technologies et que vous avez besoin d'un très bon état de surface, il faut anticiper le fait que vous allez arrondir les arêtes, ou bien vous allez partir sur une technologie du tout sablage, et dans ce cas-là, vous savez que vous ne pourrez pas descendre très bas en rugosité. Ça les contraintes que vous allez avoir. Parce que tout là, des pièces avec les pièces complexes, avec des canaux. Je pense que vous avez bien répondu à la question, mais le sablage, j'ai des canaux à avoir des pièces sur un délai. Alors déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que les canaux? Si c'est un échangeur thermique avec des canaux dans tous les sens complètement fermés, pour être franc, je connais pas de solution aujourd'hui. Si par contre c'est un guide d'onde ou des canaux avec par exemple, allez, 2 à 3 coudes à 45 degrés maximum, des choses comme ça, là par contre on peut le faire très bien en sablage humide. Enfin, notre solution Decidio, qui est une forme de sablage humide, on a des très bons résultats par exemple sur des guides d'onde. Donc c'est toujours pareil, ça dépend aussi ce que, voilà, quel type de géométrie interne. Je viens de parler de ça d'avoir aller chercher des pièces. Nous, si on parle sur le boss, c'est vrai que c'est quelque chose, on arrive à la stabilité dans cette définition avec du granulé, avec du céramique, on n'ira jamais chercher. Non, parce que le problème des géométries internes, si elles sont trop complexes, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'énergie cinétique, il n'y a plus de vélocité du média, qu'il soit sous forme de poudre projetée, qu'il soit sous forme de granulé. Il y a un moment, il faut qu'il frotte, quoi. S'il a plus d'énergie, il a pas d'énergie, il pourra pas gratter la surface et laisser la actuelle, maintenant, le poste, il n'y a pas vraiment de réponse. Bah, aujourd'hui, les magnifiques échangeurs thermiques qu'on a vu tout à l'heure, si vous me demandez comment on fait pour faire une finition de surface à l'intérieur et baisser un RA à 5, par exemple, aujourd'hui, moi, je connais pas de solution. La solution, c'est pour avoir organisé cette surface sans machine. Ça suffisamment bon, ça peut bien. Ouais, non, ça va. Une question, c'est dans des secteurs comme le médical ou le luxe, on voit encore pas mal d'ateliers de polissage manuel, souvent délocalisés dans des pays à bas coût. Est-ce que c'est une idée pour des raisons essentiellement économiques ou bien il y a vraiment des raisons techniques qui font que ça reste irremplaçable? Alors, un peu des deux. Pour prendre un exemple très concret qu'on a fait, on a travaillé sur des géométries, des très beaux objets, très articulés, en forme de mailles, etc. La pièce est très complexe, très onéreuse pour un grand nombre du luxe. On a fait le travail en Decidio pour baisser la rugosité au minimum. Derrière, ils ont fait du plasma polishing. Derrière, ils ont fait de la galvanisation or. Derrière, ils ont fait l'insertion de pierres semi-précieuses pour à la fin faire une pièce qui vaut une fortune et où du coup, le coût de l'état de notre étape, elle est totalement indolore. Donc, on peut faire des choses totalement automatisées sans passer par du polissage manuel. Après, dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que dans pas mal de cas, c'est un peu la règle des 80-20. C'est que l'automatisation souvent permet de faire 80% du travail qui sont juste partie très pénible. Et derrière, il y a quand même le travail manuel pour surtout dans le monde du luxe pour arriver au standard qu'ils ont. Donc, on peut pas toujours tout faire en automatique. Mais par contre, on peut
faire une bonne partie du chemin. Question? Je vous remercie.